c'est le poids des différentes fonctions financières aujourd'hui et la répartition qui est faite par le FSB sur les différentes fonctions financières. On voit que c'est la partie clairement fonds, hein, financement par les fonds, par les trusts qui ont été évoqués, par le Money Market Fund, tous les fonds donc, qui constituent de très loin les 30% donc, du volume dans la vision étroite hein, donc des 36 trillions nouveaux de shadow banking, avec comme deuxième c'est effectivement la partie intermédiaire financier, brokers, dealers, avec 3,9 et quand même des fonds de titrisation hein, que vous avez ici qui représentent 3 trillions. Voilà. Alors moi, si vous voulez, si on prend un peu de hauteur par rapport à ces chiffres et si on sort de tel ou tel cas, la difficulté dans l'analyse du financement de l'économie, alors il y a un taux d'intermédiation financière, il y a un taux, bon, si on raisonne en creux, ben, ce qui n'est pas de l'intermédiation financière, c'est de l'intermédiation par d'autres dispositifs. Si on parle des pays émergents, je ne l'ai pas souligné, mais il y a quand même une économie informelle fondée sur le cash, dont on ne sait pas exactement, on pourrait aussi la mettre partout. L'économie informelle dans beaucoup de pays, c'est du shadow banking. Hein, si on fait des échanges directs de cash, moi je suis actuellement auditeur de l'IHEDN et les questions de financement du terrorisme sont clairement associées et étudiées en ce moment au niveau de l'Institut par rapport à ces questions aussi de shadow banking. On a été interrogé sur effectivement les périmètres et comment on prend en compte ou pas en compte dans les financements la question de l'économie informelle. Faudrait avoir, il y a des statistiques, mais là aussi assez aléatoires. Si on parle strictement du shadow banking, regardez cette planche, on voit bien qu'on a parlé des pays émergents, on voit bien que 40% du total que j'évoquais, c'est les États-Unis. C'est une proportion qui reste stable. Donc si vous prenez cette série de pays développés, hein, donc l'US, la Grande-Bretagne, l'Irlande, l'Allemagne, le Japon, la France, hein, oui, donc on a quand même une bonne proportion du volume qui relève des pays développés. Si on prend une statistique au niveau européen qui était donnée par le FMI tout au long dernier, on s'aperçoit que vous avez le total des bilans des banques européennes se situe autour de 27 trillions. Et à la même époque, la définition de shadow banking, c'était 20 trillions. Oui, donc, en termes de proportion, donc vous avez un shadow banking donc, qui occupe une place quand même extrêmement significative également, même si on est sur des échelles différentes, hein, du fait des niveaux de PIB et de la taille donc, des économies concernées. Donc, effectivement, même si on a actuellement dans la presse plutôt des incidents, notamment chinois, qui pointent le problème des émergents en matière de shadow banking, en termes de volume, et donc, on va y venir de risque, clairement, le sujet pour les pays développés, il est quand même aussi tout à fait central. Alors, le point maintenant, enfin, moi, mon point, c'est pas d'insister beaucoup plus sur la question des chiffres. Je vous renvoie aux chiffres du FSB qui sont accessibles, ou du FMI, hein, toutes ces études sont assez simplement accessibles. Ce que j'ai voulu plutôt, c'est, au regard de ce qui a été évoqué, au regard de ce qui se passe ici dans les pays développés, c'est de revenir sur la structure des risques. La structure des risques et des pertes. D'abord, même si c'est du shadow banking ou du non-banking, on est sur des types de risques tout à fait classiques. Alors, on est sur des types de risques tout à fait classiques. Du risque de transformation. On est sur du risque de transformation, parce que quand on est fondé sur du refinancement très court versus des actifs longs, peu liquides, ben on est sur des risques de panique, on est sur des risques de liquidité. Donc ça, c'est quelque chose qui effectivement est tout à fait classique et, de mon point de vue, ne devrait pas échapper à la régulation équivalente à des entités qui sont exactement dans le même type d'activité. On regarde aussi, et ça c'est le FSB qui le note, que, alors il parle plutôt de leverage, hein, si on fait la comparaison avec les ratios bancaires, hein, donc ils sont plutôt sur la notion de leverage que sur la notion de capital requirement, hein, donc plutôt ce levier-là. On s'aperçoit que le ratio de leverage, dans sa définition, même encore un petit peu, qui se calme, un petit peu provisoire, on s'aperçoit que ces ratios-là sont plus élevés, hein,
hein, c'est-à-dire que les établissements régulés. Ça, c'est pour les risques classiques. Après, il y a des risques qui, pour moi, sont propres aux structures de shadow banking, qui ne sont pas liés à leur structure financière et à leur équilibre ou déséquilibre actif-passif. Il y a des risques qui sont propres. Si on prend, alors moi j'ai pris quelques exemples, c'est pas générique pour tous les acteurs, mais quelques exemples. Prenons les risques de titrisation. Alors, revenons sur le risque de titrisation. Il est clair, et si on revient à la crise du subprime, c'est clairement une mauvaise évaluation des risques de crédit qui est à l'origine, une des origines quand même assez fortes de cette situation, des corrélations de défauts, voilà, donc de l'enchaînement qu'il peut y avoir entre les différents acteurs qui portent ces éléments de titrisation. On a connu les ABS donc, qui étaient effectivement porteurs d'un certain nombre, qui étaient des conduits assez clairement identifiés et porteurs de risques de liquidité. Donc effectivement, là, sur une pratique, donc la titrisation, alors après, de mon point de vue, si je regarde, là, de mon point de vue, la plus bancaire, pour avoir regardé les opérations de titrisation au sein de mon groupe, par ailleurs, c'est clair qu'aujourd'hui, arriver à faire de la mauvaise titrisation, il faut quand même que beaucoup d'acteurs dans les dispositifs décident d'aller mettre dans ces fonds de titrisation des actifs de très mauvaise qualité. Il faut vraiment, je dirais quelque part, il faut passer tout un tas de barrières, il faut un défaut de gouvernance. Et je vous rappelle que la dernière version de la gouvernance, je dirais, bancaire, hein, celle de l'année dernière, avec la création de comités de risque séparés des comités d'audit à l'intérieur des conseils d'administration d'établissements financiers, donc tout à fait classique, nous allons devoir nous prononcer, et c'est sans doute ça aussi qu'il faudrait promouvoir à l'extérieur et dans des entités moins régulées ou non régulées, c'est effectivement le risque appétit, l'appétit pour le risque. C'est-à-dire que le conseil d'administration est responsable devant les actionnaires, devant des sociétaires, si c'est une coopérative financière, il est responsable du choix du niveau de risque que l'on accepte d'assumer. Alors le problème aujourd'hui, c'est quand on voyait ce qu'on appelle le risque appétit, on croit que c'est un chiffre qu'on est en train de poser, en fait c'est 15 slides pour essayer d'avoir une vision globale du risque appétit. Donc on n'est pas encore, enfin bon, en même temps on a un travail, enfin on a démarré ce travail au mois d'octobre, donc on va affiner, mais on n'est pas encore à dire le risque appétit, c'est ça, mais cette idée quand même est assez séduisante en disant, j'assume moi et je fais voter par le Conseil, je fais voter par une Assemblée Générale le niveau de risque que j'entends prendre et je compare avec ma rentabilité. Donc on revient quand même à des fondamentaux. Ce qu'on ne peut pas faire, sans doute à mon avis, sur des dispositifs de type shadow banking. On se souvient des problèmes des repos, donc des problèmes de prêts, de pension et de prêts emprunt de titres, donc à l'origine notamment des problèmes de Lehman. Voilà, donc il y a des décotes, il y a des haircuts qui sont appliqués à des titres de garantie, et donc là effectivement on a un deuxième exemple, effectivement, où on a un dispositif, un produit qui porte un risque propre et qui demande effectivement, ou qui demanderait à être évalué puis régulé d'une certaine manière. De toute façon, on reste pour moi sur quelque chose, ici, là pour le coup on prend un peu de distance, on reste fondamentalement, en fait, le problème fondamental est tout simple en fait. On revient à quelque chose théoriquement d'assez classique, c'est le problème de l'asymétrie de l'information. Quand on est sur des apporteurs de fonds à ces structures de shadow banking. Donc si l'apporteur de fonds, à quelque structure que ce soit, quelqu'un qui achète des parts d'un fonds de titrisation, quelqu'un qui met de l'argent dans un fonds de real estate, dans un trust, si l'apporteur de fonds, donc, que ce soit un épargnant individuel ou un professionnel de la finance, un autre investisseur, si l'apporteur de fonds n'est pas en mesure d'évaluer les risques portés par les actifs de ces structures, c'est quelque chose de basique, ça reste de l'intermédiation basique. Si on n'est pas capable de faire ça, si l'information donnée par la structure n'est pas satisfaisante, là, très clairement, effectivement, on porte les germes d'un nouvel incident majeur autour d'une de ces structures. Et j'en viens donc sur, bon, je ne vais pas aller plus loin, sur ce qui a été dit, oui, bien sûr, il y a de la contagion, donc oui, bien sûr, on est dans des logiques systémiques, parce qu'il y a quand même beaucoup de banques classiques, d'acteurs classiques, qui ont mis de l'argent, qui ont été donc des apporteurs de fonds à ces structures. Je veux dire, quand c'est... moi je me suis penché il y a quelques années en arrivant dans le conseil sur les engagements que pouvait avoir telle ou telle banque
voir telle ou telle filiale de groupe dans des fonds de LBO. Dire, quand royalement on mettait du in fine à 5, 6 ans, 7 ans, en se disant on verra bien ce qui va se passer dans 5, 6 ans, 7 ans, parce qu'à peu près c'était ça. Waouh, enfin, le premier coup, quand vous arrivez, quand vous débarquez, vous n'êtes pas un professionnel bancaire, juste un académique, et qu'on vous demande, je dis, mais écoutez, c'est quand même très risqué. C'est-à-dire que, et pourtant, ben, forme de consensus commun, on dit, ben, si je ne le fais pas, je passe pour un nul. Donc, moi aussi, je vais faire mes fonds de LBO sur des LBO à X années, etc., jusqu'à ce qu'on s'aperçoit effectivement qu'on arrive au fine, quoi, ça devient assez problématique. Donc on est réellement, et les banques elles-mêmes ont mis de l'argent dans des structures qui effectivement étaient problématiques. Je ne parle pas des fraudes, hein. Les fraudes, Madoff, les Chinois, il y a des fraudes, bon, très bien, mais tout simplement dans des dispositifs qui étaient extrêmement aléatoires. Avec cette idée fondamentale, si deuxième critère, après la symétrie d'information, qui est vraiment le critère macro sur lequel on doit évaluer, je dirais, et après je reviendrai sur les questions de régulation, où on doit évaluer et clairement réguler. Le deuxième volet, je dirais, le deuxième volet extrêmement problématique, c'est tout simplement quelles sont les sécurités que l'on met en place dans ces structures. On a mis en place sécurité, le MSU au niveau européen. Là, il n'y a pas de mécanisme de sécurité pour arriver à contrecarrer ce point-là. Donc, vous avez ici, j'ai listé ici, tous les phénomènes de contagion que d'ailleurs le FSB relève. Hein. Donc, il y a des relations directes entre une banque et les organismes de shadow banking. Avec, troisième point, c'est l'attrait des high yield. Quand on veut aller chercher du haut rendement, je suis désolé, mais les hauts rendements, je trouve qu'aujourd'hui, il y a une perception du risque qui est extrêmement évanescente. Quoi. Enfin, je veux dire, il y a plus, enfin, on a perdu, et je pense qu'on a du mal à toujours garder ce lien raisonnable entre risque et rentabilité, ce qui est le fondement de la finance. Et que, malgré tout, sans pouvoir trop l'évaluer, quand on cherche des rendements à 5-10%, on se retrouve avec des niveaux de risque qui sont absolument délirants. Alors pour conclure, quelle perspective on pourrait vous donner. Alors, au niveau des perspectives, moi je vois trois sujets. Hein, trois sujets aujourd'hui. Bon, le contexte, ça a été dit dans les pays émergents, ça reste vrai pour les pays développés. Et c'est même le FMI qui le disait dès 2014. Hein, quand vous avez la conjonction de taux bas, que l'on cherche des rendements, ce que je viens d'évoquer, qu'il y a quand même une forte demande d'actifs de la part d'assurance, de fonds de pension, par exemple, et que la régulation bancaire se durcit, vous avez là une conjonction pour dire que, effectivement, une part de la liquidité va passer par ce genre de dispositif. La régulation bancaire, moi, alors là, pour le coup, concrètement, je le dis de façon très claire, je l'observe au jour le jour, la régulation bancaire, je ne suis pas introduit dans la hautosphère, mais de mon point de vue, elle conduit très clairement à une réduction de l'activité d'intermédiation classique. C'est évident. C'est évident, et ça, on peut me dire ce qu'on veut. Donc, la régulation bancaire, je ne sais pas si c'était l'effet recherché. Je ne sais pas si c'était l'effet recherché. En tout cas, c'est l'effet qui se produit. Moi, je le vois au niveau d'une banque régionale qui ne fait pas de haute finance, qui fait des crédits aux PME du coin, aux particuliers du coin. Très clairement, ça pose une difficulté. On ne peut plus financer de façon convenable que des gens qui ne sont pas risqués. Et donc, si on finance des gens qui ne sont pas risqués, on n'a pas beaucoup de marge. Et après, il ne faudrait même plus avoir envie d'avoir un peu de résultats. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, c'est clair que quand vous parlez avec les entreprises, si je vous passe du point de vue donc, de l'économie, pour terminer, de ceux qui reçoivent l'argent, donc les PME, les particuliers, mais notamment les PME. Évidemment, tout le monde dit, ouais, shadow banking, les fintech, ces nouveaux acteurs, le crowdfunding, on voit ça comme une menace. Alors moi, non, je dis enfin, pas comme une menace. En fait. Je veux dire, si on n'est plus capable d'occuper le terrain
que sur des acteurs tout à fait pas du tout risqués. Donc si on sélectionne en tant que banque je parle là, si on sélectionne nos crédits, nos investissements sur des actifs qui ne sont pas risqués, il va bien falloir des acteurs qui aillent sur du risqué, sinon on ne va pas aller bien loin, c'est pas possible. Donc, d'un point de vue de ceux qui cherchent du financement, donc une PME, aujourd'hui, elle ne peut plus se dire « je vais compter sur mon banquier ». Puis quand mon banquier dit non, tant pis, j'attendrai qu'il me redise oui ou que ma situation soit meilleure pour qu'il me dise oui. Aujourd'hui, quand on parle avec des patrons de PME, ils disent « ah, les banques, très bien ». Je dis « non, mais arrêtez ». De mon point de vue, on ne pourra jamais revenir à la situation d'avant. Donc, ce n'est pas la peine d'attendre quoi que ce soit. Donc, il va falloir vous habituer à multiplier les sources de financement. Aujourd'hui, moi, je le vois sur des dossiers, je suis très à l'aise pour faire 70% du financement. Et si j'ai à côté de moi quelqu'un qui fait de l'equity par un crowdfunding equity et quelqu'un qui fait du financement PP un peu sur le marché obligataire, si on est 3 à financer ça, ça me va très bien. Et je vais continuer à financer la plus grosse part. Je vais financer 60-70% du projet ou de la structure. Mais je suis d'autant plus rassuré que j'ai 2 autres acteurs différents qui vont porter une appréciation positive sur le projet. Donc aujourd'hui, effectivement, il va falloir que la fonction financière des PME ou des entreprises ou des personnes se consolide pour pouvoir organiser ça. Il va y avoir plein d'intermédiaires, j'en connais déjà, qui vont se positionner comme des conseillers financiers entre les structures de financement, et donc le conseiller financier va être là au milieu, ce ne sera pas le conseiller bancaire, avec le patron de la PME, il ira faire son marché, entre guillemets, entre le banquier, la structure de crowdfunding, le marché financier classique, voilà, donc il va dire, voilà, moi j'ai accès à 4 ou 5 dispositifs de financement, c'est moi qui vous structure, donc je vous fais un tour de table, je vous fais une structuration, et je vous amène le financement. Soit il y a une direction financière efficace, et c'est la direction financière efficace qui le fera, soit, pour beaucoup de PME, il n'y a pas une direction financière quand même de taille suffisante, et à ce moment-là, il y aura des intermédiaires qui vont se positionner, et éventuellement même le banquier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le conseiller bancaire classique de la PME son avantage concurrentiel, ce sera d'amener son financement, mais aussi le financement de 2 ou 3 autres acteurs sur un sujet. Donc ça, c'est pour nous. Nous, aujourd'hui, ce sont des hypothèses de développement que clairement on envisage. Donc on n'est pas contre le shadow banking ou dire ceci, cela. On est clairement sur une stratégie de financement qui doit s'élargir et être consolidée à un moment donné par l'un ou l'autre des acteurs. Donc il faut vraiment considérer qu'on évolue. Dernier point, dans cette stratégie de refinancement aujourd'hui, moi je regarde beaucoup les crowdfunding, mais equity. Parce que crowdfunding, là aussi, on y met YouTube, mais il y a crowdfunding lending, crowdfunding equity. Il est clair aussi que pour tous ces acteurs, là je parle plus pour les PME, pour tous ces acteurs, en fait, ils regrettent qu'on ne puisse plus les financer. Pourquoi ils regrettent? Parce que finalement le banquier ne demandait pas tant d'infos que ça. Il regardait les chiffres, les bilans, et avec un bilan qui tenait à peu près la route, il finançait. Il ne s'attachait pas trop à la stratégie, aux hypothèses, aux évolutions, etc. Par contre, si vous mettez même un crowd equity, je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent, qui ont créé des entreprises et qui veulent se financer par du crowd equity, le taux de sélection, parce que je l'ai fait étudier quand même par ailleurs, je vais faire des rapports sur le crowdfunding, je vais demander est-ce que c'est vraiment alternatif, notamment au point de vue de l'analyse du risque. Bien sûr que non. Les crowdfunders, les plateformes sont beaucoup plus conservatrices sur la sélection des projets qui vous arrivent sur la plateforme que le banquier. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout alternatif, c'est alternatif au sens technologique, c'est une plateforme, etc. C'est alternatif au sens que c'est pas mal peer-to-peer, mais une plateforme sérieuse va vous avoir un taux de sélection des projets offert qui est plus important, en tout cas en France, pour ce que j'ai vu, plus important que le banquier ou même parfois qu'un fonds de private equity ou ce genre-là. Donc enfin, voilà, c'est pas alternatif, c'est pas forcément, c'est ma conclusion, c'est pas forcément parce que c'est alternatif hors du système que ces dispositifs-là, pour pouvoir se développer, ne vont pas être plus conservateurs ou plus régulateurs en soft régulation, c'est-à-dire une régulation personnelle. Voilà.